tous, aujourd'hui Tom va nous présenter Le meilleur des mondes, un livre de Aldous Huxley qui est une célèbre dystopie publiée en 1932 à Londres. Alors Tom, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce livre ? Alors dans ce livre, nous sommes plongés au cœur d'une cité futuriste, soi-disant parfaite, hiérarchisée, dans laquelle plus personne n'a de père, ni de mère, ni de famille. En effet, les humains naissent artificiellement et sont éduqués dans des grands centres d'éducation. Ils sont programmés génétiquement pour exécuter des tâches et sont répartis dans différentes castes. Quelles sont ces castes ? Alors tout en haut, nous avons les alphas qui sont programmés génétiquement pour être forts, beaux et intelligents, qui sont conditionnés psychologiquement à être l'élite dirigeante de cette société. Et au contraire, tout en bas, nous avons les epsilon qui sont programmés génétiquement à être petits, moches et idiots, et qui sont conditionnés psychologiquement à effectuer toutes les autres tâches ingrates de la société. Entre les deux, nous avons les bêtas et les gammas, et toutes ces castes sont conditionnées pour penser que leur situation est la meilleure et qu'ils n'envient surtout pas les autres situations. Donc nous pouvons interpréter cette description, la description de cette société comme une dictature, qu'en pensez-vous ? Exactement, on pourrait dire même que c'est une dictature parfaite, où la liberté n'existerait même plus. Très bien. Alors, outre la description générale de cette société, pouvez-vous nous parler plus particulièrement de l'histoire en elle-même ? Oui, bien sûr, surtout que l'intrigue m'a particulièrement intéressé. On rentre vraiment dans le vif du sujet après la première partie qui est de la description de la société qui est appelée l'État mondial. Dans la deuxième partie, on découvrira un autre monde qui est le monde des sauvages. Il faut savoir que dans les habitants qui habitent dans l'État mondial, ils prennent de la drogue, le soma, pour rester dociles. Donc Bernard Marx, qui est un enfant auquel le traitement a mal pris, et qui est en quête de liberté, emmènera Lena Crone, qui est une bêta très mal adaptée à la société, dans une réserve de sauvages, là où ils rencontreront John, un sauvage qui est né normalement, et cette rencontre va les bouleverser. La troisième partie, Bernard Marx et Lénina vont essayer de civiliser le sauvage et le ramèneront dans l'état mondial. Bernard Marx tentera de tirer profit de sa rencontre avec John, sera puni et réduit à l'exil. Lénina, qui s'était éprise de John, sera renvoyé dans les rangs, et John, qui voulait libérer le citoyen, et voyant qu'il n'arrive pas, il se suicidera. Merci. Par rapport à ce livre, finalement, quel est votre avis personnel ? Comment l'avez-vous lu ? Alors, après avoir lu les 50 premières pages de la description de méthodes scientifiques à n'en plus finir, je me demandais comment j'allais bien pouvoir finir le livre ou comment j'allais pouvoir le présenter. Et je me suis dit qu'il fallait que je continue jusqu'à que je m'accroche au livre, et ça a fonctionné. De toute façon, je me demandais bien comment j'aurais pu ne pas m'accrocher à un livre de science-fiction, moi qui en suis un grand fan. Très bien, donc finalement l'intrigue vous a intéressé au moment où vous êtes arrivé à cette intrigue. Pouvez-vous nous en dire plus ? L'intrigue est très intéressante. Dans ce genre de bouquin, les personnages et l'histoire n'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est plus l'univers et ce que l'univers permet à l'auteur de dire sur notre monde à nous. En effet, on pourrait... La particularité ici, c'est quoi ? La particularité ici, c'est que le monde mis en avant par Aldous Huxley, il n'est pas vraiment remis en question. On pourrait même croire que c'est un vrai monde idéal. Et d'ailleurs, ce livre il a été présenté comme une dystopie, alors que Aldous lui-même dit que c'est une utopie, et c'est vrai que ça s'en rapproche plus. Très bien. Et finalement, les personnages sont bien adaptés à cette situation ? Qu'en pensez-vous ? Les personnages, justement, l'histoire insiste sur l'adaptation et l'inadaptation des personnages. En premier, nous avons les personnages qui sont très, très bien adaptés à cette société. On pourrait même croire qu'aucune autre société leur irait mieux que celle-ci. Et d'un autre côté, nous avons les personnages qui sont inadaptés à cette société, d'une raison quelconque, mais ce sont tous ces personnages réunis qui vont remettre en cause le système de cette société. Et vous verrez bien vite que tous les éléments présents dans cette société existent dans notre société d'aujourd'hui, bien sûr dans une forme diminuée, mais sous la même application. Et j'ai eu l'impression que l'idée de ce roman était qu'aucune société ne pouvait être parfaite ou stable. Donc en fait, votre conclusion, c'est qu'une société parfaite n'existe pas. Une société parfaite ne pourra jamais exister parce que c'est dans la nature et la liberté de l'homme
d'être contre ou pour une société. Donc en fait, c'est la liberté. On ne peut pas porter atteinte à la liberté. Exactement, c'est la liberté de l'homme. Tom, pouvez-vous nous lire un petit extrait? Oui, pas de souci, je vais vous lire l'extrait où le directeur du centre d'incubation explique le nombre de bébés qu'il produit au maximum. Monsieur Foster, appela-t-il. Le jeune homme au teint vermeil s'approcha. Pourriez-vous nous indiquer le chiffre maximum obtenu d'un seul ovaire, monsieur Foster? 16 012. Dans ce centre-ci, répondit monsieur Foster sans aucune hésitation. Il parlait très vite, avait l'œil bleu et vif et prenait un plaisir évident à citer les chiffres. 16 012 en 429 groupes identiques. Mais bien entendu, on a fait beaucoup mieux, continua-t-il vigoureusement, dans quelques-uns des centres tropicaux. Singapour en a souvent produit plus de 16 500 et Mombasa a effectivement atteint les 17 000. Mais c'est qu'ils sont injustement privilégiés aussi. Il faut voir comment un ovaire de noir réagit au liquide pituitaire. Il y a de quoi vous étonner, quand on est habitué à travailler sur des matériaux européens, néanmoins agita-t-il en riant. Mais l'éclair de la lutte était dans ses yeux, et le soulèvement de son menton était un défi. Néanmoins, nous avons l'intention de les dépasser, s'il y a le moyen. Je travaille en ce moment sur un merveilleux ovaire de Delta Monde. Il n'y a que 18 mois, tout juste, plus de 12 700 enfants, déjà, soit décantés, soit en embryon. Et il y en veut encore. Nous arriverons encore à les battre. Voilà l'état d'esprit qui me plaît, s'écria le directeur, et il donna une tape sur l'épaule de M. Foster. Venez donc avec nous et faites profiter ces gamins de votre savoir d'expert. M. Foster sourit modestement avec plaisir. Ils le suivirent dans la salle de mise en flacon. Tout était agitation harmonieuse et activité ordonnée. Des plaques de péritoine de truie, toutes coupées aux dimensions voulues, arrivaient continuellement, dans de petites moncharges de magasins aux organes dans le sous-sol. Bzzz, et puis flac. Les portes du moncharge s'ouvraient toutes grandes. Le garnisseur de flacon n'avait qu'à allonger la main, prendre la plaque, l'introduire, aplatir les bords, et avant que le flacon ainsi garni eût le temps de s'éloigner, hors de la portée le long du transporteur sans fin. Bzzz, flac. Une autre plaque de péritoine était montée vivement des profondeurs souterraines, prête à être introduite dans un autre flacon. Le suivant dans cette lente procession interminable sur le transporteur. Après les garnisseurs, il y avait les immatriculeurs. Un à un, les œufs étaient transférés de leur tube à essai dans les récipients plus grands avec dextérité. La garniture de péritoine était incisée, la morula y était mise en place, la solution saline y était versée. Et déjà le flacon était passé plus loin et c'était au tour des étiqueteurs. L'hérédité, la date de fécondation, les indications relatives au groupe Bokanovski, tous les détails étaient transférés du tube à essai à flacon. Nous, plus anonymes, mais nommés, identifiés, la procession reprenait lentement sa marche. Ça marche à travers une ouverture de la cloison, ça marche pour entrer dans la salle de présentation sociale. 88 mètres cubes de fiches sur Cassion, dit M. Faustet, avec un plaisir manifeste comme il entrait. Contenant tous les renseignements utiles, ajouta le directeur. Mis à jour tous les matins et coordonnés tous les jours dans l'après-midi, sur la base desquels sont faits les calculs. Tant d'individus de telle et telle qualité, dit M. Foster, répartis en telle et telle quantité, le pourcentage de décantation optimum à n'importe quel moment donné. Les pertes imprévues étant promptement compensées, promptement répétées, Monsieur Foster, si vous saviez combien j'ai dû faire d'heures supplémentaires après le dernier tremblement de terre au Japon. Il eut un rire de bonne humeur et hocha la tête. Les prédestinataires envoient leurs chiffres au fécondateur, qui leur donne les embryons qu'ils demandent. Et les flacons arrivent ici pour être prédestinés en détail. Après quoi, on les descend au dépôt des embryons, où nous allons maintenant nous rendre nous-mêmes. Merci beaucoup, Tom. De rien.